Dans la scène d'ouverture, un volcan entre en éruption sur l'île d'Ayaka au Japon. Deux petits garçons, Jingi et Yukito, courent sans mort comme des fous, tentant de s'échapper. Jingi promet de protéger Yukito, lui disant de rester près de lui tandis qu'ils foncent vers un ferry qui doit les évacuer de l'île. Ils atteignent enfin le ferry et tombent sur un vieil homme en costume qui a tout l'air d'un professeur du coin. Le vieil homme s'enquiert de Momoko, et Jingi lui explique que Momoko-san continue d'aider à évacuer les habitants des zones dévastées par l'éruption. Le vieil homme leur dit de monter à bord du ferry avant qu'il ne soit trop tard, mais Jingi s'inquiète pour Haruniai et Akani, qui ne sont pas encore arrivés. Le vieil homme le rassure, Maître Makoto Yanagi est parti les secourir du volcan, mais il prévient que si Yanagi ne revient pas à temps, quelque chose de grave a pu se produire. Yanagi, trop confiant et un peu inconscient, ne sait pas quand s'arrêter. Il décide que c'est une bonne idée de partir pour une dernière aventure et se dirige droit vers le volcan, comme si de rien n'était. Soudain, une énorme explosion retentit, et tout le monde sur le ferry panique, se demandant ce qui est arrivé à Yanagi, leur maître, et au père de Yukito. Spoiler, c'est la fin de Yanagi. Personne ne sort vivant d'une éruption volcanique. Yukito se retrouve en famille d'accueil et commence à vivre avec une famille sur le continent. Un jour, il reçoit une lettre d'Inu Sanji, un ami de son défunt père. Sanji explique qu'il a envoyé Yukito en famille d'accueil pour qu'il puisse terminer le collège, mais qu'il est maintenant temps de le ramener au village d'Ayaka pour le lycée, comme son père le souhaitait. Sanji promet de veiller sur lui et de s'assurer qu'il ait une bonne vie. Yukito n'a aucune idée de qui est ce type, alors il jette la lettre de côté et va se coucher. Cette nuit-là, Yukito fait le même rêve que d'habitude. Il est sous l'eau, tout seul, entouré de ces petites particules brillantes. Il n'est pas très sociable, alors être seul sous l'eau dans ses rêves lui fait en fait plutôt du bien. Mais ensuite, il commence à s'enfoncer de plus en plus profondément jusqu'à atteindre cette zone étrange et brumeuse, et c'est là qu'il se réveille. Avance rapide jusqu'à la remise des diplômes du collège. Tout le monde est excité d'en avoir fini avec l'école, mais Yukito, comme d'habitude, reste dans son coin. Pendant qu'il range ses affaires, une professeure, Sensei, entre pour le féliciter. Elle lui demande ce qu'il va faire ensuite, et Yukito, en solitaire qu'il est, répond qu'il retourne dans sa ville natale parce que l'ami de son père lui a dit de le faire. Sensei trouve ça un peu bizarre qu'il l'ait laissé en famille d'accueil toutes ces années et qu'il ne se manifeste que maintenant pour le reprendre. Mais Yukito ne s'attarde pas pour entendre son histoire triste, il s'en va. Sa famille d'accueil a toujours été gentille avec lui, mais la vie solitaire de Yukito est en grande partie de sa faute, car il n'a jamais pris la peine de se lier avec qui que ce soit. Quand Yukito sort, il aperçoit un type minable qui boit de l'alcool comme un bon à rien. Il se demande qui est ce vaurien, mais ne s'en soucie pas vraiment. Se sentant le solitaire qu'il est, Yukito continue de marcher. L'homme ivre remarque Yukito et titube vers lui, disant qu'il l'attendait. Yukito, pas vraiment ravi qu'un ivrogne au hasard sente l'alcool, le repousse. Mais l'homme ivre ne recule pas et pousse soudainement Yukito dans la rivière. Alors que Yukito commence à se noyer, cela ressemble étrangement au rêve qu'il a fait. Ses yeux commencent à briller d'une faible lumière bleue et il panique, ne sachant pas ce qui se passe. Juste avant qu'il ne coule pour de bon, le fou ivre qui l'a poussé utilise soudainement une sorte de sort pour le tirer de l'eau. Yukito essaie toujours de comprendre qui est ce fou quand le type le piège dans un sac magique. Il s'avère que l'homme ivre est Jingi, mais comme des années se sont écoulées, Yukito ne le reconnaît pas. Jingi utilise son sac magique pour transporter Yukito sur un navire au milieu de l'océan. Yukito perd la tête, hurlant comme un fou, mais Jingi lui dit de se calmer. Jingi explique qu'il se dirige vers l'île d'Ayaka, où Jingi le ramène chez lui. Il mentionne également que Sanji, le vieil homme qui a envoyé une lettre à Yukito, lui a demandé de faire cela. Jingi ajoute que le père de Yukito n'était pas seulement un maître, mais aussi comme un père pour lui. Finalement, ils arrivent à la deuxième île d'Ayaka, où ils sont accueillis par Mokoto, qui c'est le propriétaire de la maison d'enfance de Yukito, ainsi que le maire de la ville d'Ayakashima. Il y a aussi Sanji, le tuteur de Yukito. Ils réservent un accueil chaleureux à Yukito, et sans perdre de temps, ils prennent la route vers la première île d'Ayaka. En chemin, Yukito aperçoit un poisson volant, et se demande quelle sorte de créature c'est. Quand ils arrivent enfin à la maison, Yukito ne se souvient toujours de rien. Il lui montre une photo de son défunt père, mais Yukito n'est pas sûr que cet homme ait réellement été son vrai père. Mokoto explique que le père de Yukito était un maître du lei, quelqu'un qui maintenait l'équilibre sur Ayaka. Yukito, toujours aussi ignorant, demande ce que signifie lei. Jinji lui explique que les gens du lei sont des individus dotés de capacités spéciales, un peu comme eux. Yukito demande alors si c'est ainsi que Jingi a réussi à le fourrer dans le sac plus tôt. Cette question agace Mokoto, mais Jingi la balaye rapidement, disant qu'il ne faisait que s'amuser. Yukito commence à penser que sa propre capacité spéciale pourrait être celle qu'il voit dans ses rêves. Mais Sanji le contredit, disant que tout ce que Yukito a pour l'instant c'est une force brute et qu'il n'a même pas encore compris les bases. Yukito demande des nouvelles de sa mère, mais personne ne peut lui donner de réponse. Il veut savoir pourquoi ils sont soudainement apparus après l'avoir laissé en famille d'accueil pendant des années. Sanji explique que c'était le dernier souhait de son père avant qu'il ne décède. Yukito accepte d'emménager avec eux et ils le conduisent à sa nouvelle chambre. Quand il arrive, il aperçoit cette étrange chose volante, en forme de poisson devant sa fenêtre, et se demande ce que c'est. Jingi entre et lui dit que c'est un mitama. Il dit que c'est inoffensif et qu'il y en a plein partout sur l'île.
Jingi remarque aussi que Yukito garde ses distances avec tout le monde et lui demande pourquoi il érige des murs. Yukito explique que quand il était enfant, lui et d'autres enfants en famille d'accueil sont allés pique-niquer au bord de la rivière, un des enfants était un crétin, et Yukito s'est vraiment mis en colère. La seconde d'après, la rivière a attaqué l'enfant. Yukito n'a pas compris comment c'était arrivé, mais il était convaincu que c'était de sa faute. Depuis, il garde les gens à distance pour maîtriser ses émotions. Mais Jingi ne semble pas intéressé par l'histoire, il est déjà en train de jouer à un jeu sur son téléphone ou quelque chose comme ça. Cela agace Yukito, alors il décide de sortir prendre l'air avant de perdre son calme. Il se dirige vers la rivière et aperçoit un autre type de Mitama appelé Aramitama. Celui-ci n'est pas si amical, il est dangereux et bien différent de celui qu'il a vu plus tôt. L'Aramitama plonge dans la rivière et se transforme en un monstre massif et terrifiant. Juste au moment où il est sur le point d'attaquer Yukito, Jingi apparaît de nulle part. Jingi lance un sort et des flammes jaillissent de sa main. Sans hésiter, il frappe l'Aramitama avec une boule de feu ardente, et le monstre explose. Jingi fait le fanfaron et dit à Yukito qu'il devrait lui montrer un peu de respect. Mais ensuite, le monstre se reconstitue. Cette fois, Jingi jette Yukito dans l'estomac de la créature, s'attendant à ce qu'il utilise sa force cachée pour la vaincre. Yukito n'a aucune idée de ce qui se passe, ni comment utiliser ses pouvoirs. Jingi lui dit qu'il doit apprendre à les contrôler. Au lieu de repousser les gens, Jingi dit qu'il devrait s'ouvrir et laisser transparaître ses émotions. Après tout ce chaos, ils réussissent à rentrer chez eux en un seul morceau. Le lendemain matin, Jingi, le fêtard amateur d'alcool, se réveille avec la gueule de bois et trouve Yukito se détendant au bord de l'eau à l'aube. Yukito essaie de montrer ses émotions, comme Jingi lui a dit de le faire. Yukito n'est pas sûr que les méthodes d'entraînement loufoques de Jingi l'aideront réellement à maîtriser ses pouvoirs. Jingi, plein de confiance, lui dit qu'il y arrivera s'il se concentre davantage et puise dans son énergie Lei. Yukito demande « L'énergie Lei ? Qu'est-ce que c'est ?» Alors Jingi lui explique. L'énergie Lei est cette force super importante qui coule profondément dans la terre, surtout sous l'île d'Ayaka, où elle déferle en énormes vagues. Mais Jingi souligne que le pouvoir de Yukito est partout, totalement incontrôlable. Il explique que se synchroniser avec une grande source d'énergie aidera à stabiliser les capacités de Yukito. Jingi dit ensuite à Yukito d'essayer de lancer le sort qu'il lui a appris pour voir comment il s'en sort. Yukito croise les bras, imitant le mouvement signature de Jingi et tente sa chance. Il dit « calme comme l'eau, qui profite à toutes vos choses ». Mais oui, c'est un échec. Tout ce qu'il réussit à faire, c'est une petite bulle d'eau. Jingi, sentant le besoin de montrer ses compétences, intervient pour lui montrer comment faire. Il dit à Yukito de regarder attentivement, puis lance le même sort, disant « calme l'eau », qui profite à tout duo coup de choses, coulant vers les endroits que les gens évitent. Cette fois, l'eau prend une forme humaine que Jingi peut contrôler avec aisance. Yukito, cependant, n'est pas impressionné. Il ne se soucie pas des tours de magie fantaisiste, il veut juste comprendre comment contrôler ses pouvoirs. Après un certain temps, Yukito décide de faire une pause dans son entraînement. Pendant ce temps, Jingi rentre chez lui en titubant, ivre comme jamais et sentant l'alcool. Il commence à divaguer, grâce à tout l'alcool. Il dit à Yukito qu'il a essayé de mettre ses boissons sur une note, mais les gars du bar n'ont pas voulu et ont exigé qu'il paie. Maintenant, Jingi est endetté et a besoin d'argent rapidement. Il demande à Yukito de travailler pour lui afin de l'aider à rembourser. Yukito est comme « Quoi ? C'est ridicule !» D'autant plus qu'il ne sait même pas quel genre de travail il pourrait faire pour gagner de l'argent. Jingi, toujours pas très clair, suggère que puisque Yukito est aussi un maître du lei, il pourrait trouver un travail pour calmer les esprits Mitama. Alors que l'histoire commence, ces deux idiots, Yako et Shitaro, fouillent dans la boîte de demande d'emploi. Depuis le récent tremblement de terre, il y a eu une augmentation des apparitions d'Eramitama, alors ils ont été submergés de demandes d'emploi. Ils sortent une nouvelle demande et Yako la saisit, disant qu'il va s'en occuper. Mais Chitaro n'est pas d'accord, et les deux têtes brûlées, qui sont des élèves de Kurama Sensei, commencent à se disputer la carte comme des enfants se battant pour des bonbons. Pendant qu'ils sont occupés à la tirer, Jinji apparaît et arrache la carte à Yako. Les garçons sont très énervés, et le traînement de fauché, mais Jingi s'en moque, disant qu'il ne le fait pas pour l'argent, il l'utilise juste comme entraînement pour Yukito. Puis Jingi présente Yukito aux deux têtes de mule, disant qu'il est le fils du défunt et légendaire maître du lei, Makoto Yanagi. Il ajoute que Yukito est de retour en ville pour s'entraîner à la maîtrise du lei et leur dit de se dépêcher d'aller sur la 3e île pour nettoyer la cour du sanctuaire. En chemin, quelque chose comme interroge Jingi, son maître à l'allure de bûcheron, devrait sur les deux prévenir Jingi Kurama Sensei de simple subalterne du sanctuaire de Kasen. Yukito était là, mais pense qu'il ferait de bons amis puisqu'ils ont tous à peu près le même âge. Yukito n'est pas si sûr, disant que ses pouvoirs pourraient créer des problèmes s'ils s'approchent trop. Mais Jingi hausse les épaules, pensant que puisque ces deux têtes en l'air sont aussi des maîtres du lei, ils peuvent probablement gérer ça. Puis Jingi explique que le sanctuaire de Kasen est l'endroit où aller pour tout ce qui concerne l'Aramitama, et leur grand prêtre, Kumura Haruki, est en fait son aîné. Jingi est assez sûr que s'il le demande, Haraoke acceptera d'entraîner Yukito. Le travail qu'ils ont décroché consiste à calmer un Metama qui est apparu récemment dans le canal. Les Metamas sont essentiellement des fragments de vie qui proviennent de l'énergie lei. Normalement, ils sont inoffensifs, mais s'ils sont corrompus, ils se transforment en Aramitama,
et commencent à semer le chaos. Juste à ce moment-là, l'Aramitama qui rôdait dans les canaux surgit de la rivière. Yukito ne sait pas quoi faire, mais Jingi lui dit d'arrêter de trop réfléchir et de se lancer. Cela fait partie de son entraînement. Il promet d'intervenir si Yukito ne peut pas gérer la situation. Mais avant même que Yukito ne puisse réagir, Jingi s'enfuit déjà vers l'est comme un petit enfant effrayé. Yukito part à la poursuite de l'idiot, et le Mitama formé par l'eau commence à les chasser tous les deux. Yako et Shitaro se précipitent vers leur sensei Kurama pour lui faire savoir que Jingi a kidnappé Yukito, le fils de Mikoto, et qu'il prépare un mauvais coup. En plus de cela, Jingi a même volé une demande d'emploi. Pendant ce temps, l'Arumitama poursuit toujours Jingi et Yukito, mais de manière inattendue, il dépasse Yukito et se concentre sur Jingi. Pour s'échapper, ils plongent tous les deux dans une rivière. De l'autre côté de la rivière, un vieil homme pêche. Soudain, son hameçon accroche quelque chose de lourd. Ce sont Jingi et Yukito. Le vieil homme suppose que Jingi est encore ivre, mais Jingi, l'air complètement débraillé, dit qu'ils sont poursuivis par l'Aramitama. C'est pourquoi ils ont sauté dans la rivière. Le vieil homme lui dit de s'occuper du Mitama au plus vite. Jingi explique que c'est exactement pourquoi il risque sa peau sur ce travail. Yukito a l'impression qu'ils sont très désavantagés face à une telle chose. Jingi pense qu'ils devront sortir leur atout. Ils aperçoivent à nouveau le Matama dans la rivière, mais il est juste assis là, immobile. Ils ne comprennent pas pourquoi il n'a pas attaqué. Jingi suggère à Yukito de servir d'appât, ce qui rend Yukito furieux. Il s'emporte, se demandant quel genre de professeur utilise son élève comme appât. Ils commencent à se disputer jusqu'à ce que l'Arumitama les remarque enfin et charge droit sur Jingi. Paniqué, Jingi crie à Yukito de faire quelque chose. Yukito essaie un sort qu'il a pratiqué, et cette fois, ça marche vraiment. Le sort frappe le Mitama juste avant qu'il n'attaque Jingi. Le Mitama affaibli, Jingi utilise un autre sort pour le pacifier. Après, Jingi commence à se vanter et à parler sans arrêt. Mais ensuite, il remarque que le Mitama est rempli d'eau et de canettes d'alcool, le genre que Jingi boit toujours. Yukito devient méfiant et demande à Jingi ce qu'il faisait la nuit dernière. Jingi admet qu'il était sorti boire avec des amis, montrant son pouvoir lei. Il a démontré son sort de contrôle de l'eau, mais était tellement ivre qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé après. Yukito reconstitue les faits. Puisque les sorts d'eau peuvent absorber l'humidité et se maintenir, le Mitama pourrait en fait être le sort de contrôle de l'eau que Jingi a invoqué en se vantant. Cela expliquerait pourquoi il ne le poursuivait que lui. Soudain, le Mitama se reforme et recommence à chasser Jingi. Heureusement, Kurama arrive juste à temps. Il lance un sort sur l'Eramitama à base d'eau, le pacifiant complètement. Yukito remercie Kurama de les avoir sauvés. Kurama mentionne que la dernière fois qu'il a vu Yukito, il n'était qu'un petit enfant, mais Yukito ne le reconnaît pas. Kurama se présente formellement comme Kurama Haruki et explique qu'il a étudié directement sous le père de Yukito. Quand il rentre chez eux, Kurama informe Mikoto des problèmes causés par Jingi. Mikoto est surprise, alors Kurama explique que si les sorts de maîtrise du lei ne sont pas lancés correctement, ils peuvent accidentellement créer des ouvertures pour que les Mitama se forment. Mikoto demande des nouvelles de Jingi, et Kurama dit qu'il est puni en ramassant toutes les canettes d'alcool éparpillées sur l'île. Makoto suggère qu'il dîne sans lui, puisqu'il ne sera pas de retour de sitôt. Pendant le dîner, Kurama observe Yukito manger et commente qu'il n'a pas changé. Il est toujours fan de curry, tout comme quand il était petit. Yukito semble impressionné par le sort de Kurama sur le Mitama. Kurama explique que les Mitama se déchaînent violemment parce qu'ils souffrent. Lorsqu'ils sont exposés à une énergie négative et perdent le contrôle de leur pouvoir, ils se transforment en Hara Mitama. Les pacifier les ramène à la normale. Jingi et Yukito se dirigent vers la première île d'Ayaka, à bord de ce marine liner sauvage qui est en fait un train glissant sur la mer. Yukito est complètement émerveillé par la fraîcheur de la chose, comme un enfant de la campagne voyant la grande ville pour la première fois. Jingi n'est même pas ému, il a déjà vu ça. Il se souvient avoir été tout aussi excité il y a 10 ans, lorsqu'il a pris le marine liner pour la première fois. Il dit à Yukito que tout le monde perd la tête la première fois qu'il le prend, mais après un certain temps, ce n'est qu'un autre trajet, et l'excitation s'estompe. Yukito cependant est toujours excité et demande si le train fonctionne avec une sorte de sort magique. Jingi explique que les voies sont probablement alimentées par la magie de la maîtrise du lait, mais le train lui-même fonctionne au bon vieux diesel. Ils arrivent enfin à ce manoir chic appartenant à un certain Sanji qui se trouve sur la première île. Sanji pense que Yukito s'habitue à la vie insulaire et lui demande comment il aime Ayaka. Yukito, repensant à sa rencontre avec le fou Eramitama, dit que l'île est un peu étrange. Sanji lui dit de se détendre et de prendre son temps. Il est sûr que Yukito finira par s'installer. Ensuite, Sanji dit à Jingi de faire visiter Yukito, mais Jingi, en paresseux qu'il est, dit qu'il a des affaires à régler, ce qui signifie apparemment aller au casino et au salon de pachinko. Sanji suggère à Yukito de faire une pause, mais Yukito décide de suivre Jingi quand même. Les deux errent sur la première île, qui fourmille de vie, de tonnes de nourriture, d'étals et de musique partout. Jingi explique que la première île est entièrement dédiée à la bonne chair et à la musique, l'appelant Ayastic. Yukito n'arrête pas d'entendre ce mot Ayastic et est curieux de savoir ce que cela signifie, mais avant qu'il ne puisse demander à Jingi, le gars s'est déjà éloigné. Yukito essaie de le retrouver,
et entend soudain Jingi se disputer avec un vieil homme qui vend des cuisses de poulet. Il s'avère que Jingi essaie de s'emparer de cuisses de poulet grillées, mais le vendeur n'en veut pas, disant qu'elles sont déjà réservées à quelqu'un d'autre. Le plus drôle, c'est que le vendeur est tout à fait d'accord pour donner le poulet à Yukito gratuitement, mais pas à Jingi. Le vieil homme essaie de refourguer des brochettes à Jingi à la place, mais Jingi est têtu. Yukito attrape la brochette, traîne Jingi loin de l'étal et les fait partir avant que les choses ne deviennent encore plus étranges. Yukito demande à Jingi comment il a découvert l'endroit, et Jingi dit que son ami Maki-san lui en a parlé. Yukito est confus, se demandant comment Jingi a des amis sur la première île, alors qu'il traîne toujours sur la deuxième île. Jingi, toujours aussi arrogant, se vante d'avoir des amis partout. La première île ressemble à un haut lieu touristique pour la plupart des gens, rempli de musiciens et d'artistes de rue. Ils aperçoivent un artiste de rue flottant sur un ballon, absorbant les applaudissements de la foule. De nulle part, Jingi disparaît à nouveau. Soudain, le ballon commence à cracher de la fumée noire, et tout le monde panique. L'artiste ignorant essaie de s'approcher du ballon, mais Yukito sait déjà que c'est un Arumitama. Les choses sont sur le point de devenir folles, et Yukito a besoin de l'aide de Jingi, mais l'idiot est introuvable. Le Mitama n'est pas aussi massif que ceux de la deuxième île, alors Yukito pense qu'il peut le gérer. Puis, de nulle part, un gars aux cheveux roses apparaît et commence à tirer sur le Mitama avec une arme jusqu'à ce qu'il s'effondre et disparaisse. Yukito se dit « Qui diable est ce type? Et pourquoi tire-t-il sur Mitama avec une arme ?» Il s'avère que le type aux cheveux roses est Ibuki-san, mais il dit à Yukito de l'appeler Aka. Yukito se souvient avoir entendu parler d'Aka par Mokoto. Aka est l'un des élèves du père de Yukito, mais contrairement aux autres, il ne pacifie pas les Mitama. Au lieu de cela, il les tue purement et simplement en utilisant soit son arme avec des balles de sort spéciales, soit son pouvoir Lei. Aka ramène Yukito chez lui et lui dit de se détendre. Par coïncidence, Jingi entre, et Yukito lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Jingi, agissant de manière décontractée, dit qu'il est venu voir Maki-san. Mais comme Maki était occupé, il a décidé de se préparer quelque chose. Yukito est agacé par le côté décontracté de Jingi, mais Aka intervient pour le calmer. Jingi demande ensuite à Yukito ce qu'il fait avec Aka, et Yukito explique qu'Aka lui a sauvé la mise dans la zone touristique lorsqu'un Hirametama a attaqué. Yukito est curieux des techniques d'Aka sur les Metama. Contrairement à Kurama et Jingi qui les apaisent et les ramènent à la normale, le pouvoir d'Aka les fait disparaître complètement. Aka dit que c'est parce qu'au lieu de les calmer, il les détruit purement et simplement. Yukito est confus, se demandant pourquoi Aka ne les apaise pas comme Jingi et Kurama, mais Aka explique que beaucoup de touristes visitent la première île, et comme les Aramitama sont dangereux, il faut les éliminer pour la sécurité de tous. Pendant qu'il parle, Ibara arrive pour informer Aka qu'ils ont trouvé le corps principal de l'Arumitama. Yukito est choqué, alors Aka lui explique. Le Mitama que Yukito a vu plus tôt n'était qu'un fragment du grand Arumitama. Le Mitama principal a des yeux effrayants, comme des pupilles de noyau, et celui que Yukito a vu n'en avait pas, ce qui signifie que c'était juste un fragment. Jingi dit à Yukito que l'équipe de sécurité d'Aka est là pour protéger les touristes des Metama dangereux. Yukito n'est pas d'accord avec l'idée de les tuer, mais Jingi pense qu'Aka fait ce qu'il faut. Yukito demande ce que Kurama pense des méthodes d'Aka, mais Jingi le prévient de ne jamais mentionner Aka et Kurama ensemble. Ils ne s'entendent pas, comme l'huile et l'eau. Soudain, Jingi se souvient qu'il a oublié de récupérer son salaire pour son travail chez Aka, alors il s'en va, disant à Yukito de rentrer sans lui. Tout à coup, Yukito entend des cris et se précipite, réalisant qu'ils sont attaqués par les Mitama. Mais cette fois, c'est l'Aramitama principal, et il est gigantesque. Yukito décide d'essayer un sort qu'il apprend de Jingi, même s'il sait que ça pourrait très mal tourner. Il tente le coup, et bien que le sort fonctionne, il n'est pas assez puissant pour calmer le Mitama géant. L'équipe de sécurité d'Aka commence à tirer, mais ils sont à court de balles. C'est alors qu'Aka arrive, enlève son costume et se prépare à tout donner. Jingi sait qu'Aka est sur le point d'utiliser de la magie noire pour finir le travail. Aka commence à réciter un sort intense. Audacieux est le guerrier, courroucé le combattant, la victoire s'obtient par l'orgueil, telle est la hauteur de la méchanceté. Sa main se transforme en une énorme main noire. Il l'utilise pour arracher le noyau du Mitama, le brise et boit son sang. Aka déclare ensuite qu'il deviendra plus fort que Kurama, le maître des fins, et même le dragon. Jingi et Yukito quittent la première île pour la troisième. La troisième île a une ambiance totalement différente des deux premières. Elle est un peu sous-développée mais dégage une atmosphère sérieuse et calme. Jingi, qui a fait la fête 2 nuits d'affilée après avoir gagné gros au pachinko, a l'air complètement épuisé. Yukito demande si Jingi vient souvent sur la troisième île, mais Jingi balaye la question, disant que l'endroit est ennuyeux, juste des arbres et pas grand chose d'autre. Il n'est venu que parce que Yukito lui a demandé de l'emmener voir Kurama. Jingi mentionne qu'il ne passe que pendant les festivals, mais Kurama et ses étudiants un peu loufoques, Yato et Shitaro, sont ceux qui y traînent régulièrement. Yukito connaît déjà les noms des étudiants de Kurama, ce qui surprend Jingi. Quand Jingi demande comment il sait, Yukito dit qu'il l'a entendu de Mikoto, qui essaie de se lier d'amitié avec les bûcherons de l'île. Apparemment, ces gars se disputent toujours pour les choses les plus stupides. Peu après, Chitaro et Yato
arrivent au parc pour les chercher, comme Kurama leur avait dit. En chemin vers le sanctuaire de Kessen, ils commencent à discuter, curieux de savoir comment Yukito s'adapte à la vie insulaire. Yukito est encore un peu dépassé par tout, surtout par les Mitama et le Marine Lanner. Les insulaires ont été super gentils avec lui, mais comme il a passé la majeure partie de sa vie seul, il ne sait pas vraiment comment gérer toute cette gentillesse. Alors qu'il s'approche du sanctuaire de Kessen, Yukito commence à se demander ce qu'il en est de ce sanctuaire et pourquoi la troisième île est si différente des deux premières. Yato explique que le sanctuaire de Kessen est dédié à 2 dragons chefs, l'un de feu et l'autre d'eau. Ces dragons se sont reposés, et parfois non, sur la 4e île pendant des siècles. Chaque fois que l'un d'eux perd le contrôle, le chaos éclate, alors le sanctuaire a été construit pour les calmer. Shitaro intervient, disant que quand ils étaient enfants, le dragon de feu s'est déchaîné, provoquant une éruption volcanique qui a même ravagé la première île. Le dragon d'eau a finalement calmé les choses, laissant derrière lui un lac de cratères. L'attraction principale du sanctuaire est cette roche volcanique qui ressemble au lac. Yukito se souvient qu'Aka avait dit vouloir être plus fort que les dragons, ce qui le rend encore plus curieux à leur sujet. Shitaro et Yato, eux, sont habitués à ce que Jingi soit un ivrogne invétéré, mais ils n'en sont pas ravis. Ils trouvent embarrassant qu'un élève de Yanagi soit lié à quelqu'un comme lui. Jingi, toujours aussi inconscient, dit qu'il a besoin d'une pause après toute cette marche et veut un verre pour sa gueule de bois. Il se dit que les fleurs de pêcher devraient être en pleine floraison, et essaie d'entraîner Chitaro et Yato pour profiter des fleurs et boire un verre. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, ils finissent par glisser dans un lac. Kurama sort du sanctuaire et salue chaleureusement Yukito. Il suggère de trouver des vêtements secs à ces pauvres trempés avant qu'ils ne gèlent. Yukito suit Kurama jusqu'aux archives du sanctuaire, et Kurama lui dit de se détendre et de se sentir chez lui. Puisque c'est Yukito qui a demandé à Jingi de l'amener voir Kurama, Kurama va droit au but et lui demande pourquoi il était là. Yukito dit qu'il a rencontré Aka et explique qu'Aka élimine les Mitama, mais qu'il utilise une méthode étrange. Apparemment, Aka tire sur les Mitama avec une arme spéciale et utilise une sorte de pouvoir étrange sur eux. Kurama pense que Yukito est peut-être effrayé par l'aspect magie noire de l'élimination des Mitama, alors il demande au jeune homme ce qu'il sait réellement de l'énergie Lei. Il s'avère que Yukito ne sait pas grand-chose, juste les bases que son maître louche, Jingi, lui a dites. Tout ce qu'il sait, c'est que l'énergie Lei circule sous la terre et que les maîtres Lei l'exploitent pour agir. Kurama trouve ça superficiel et se demande s'il ne devrait pas intervenir pour être le professeur de Yukito au lieu de le laisser avec l'inutile Jingi. Kurama montre à Yukito la première, la deuxième et la 4e île, expliquant que l'île d'Ayaka a un courant massif d'énergie Lei qui circule en dessous. Il dit à Yukito de se concentrer et de fermer les yeux pour essayer de la sentir. L'énergie Lei est partout, mais Ayaka en déborde littéralement. Sur le continent, on peut en percevoir de faibles traces dans les vieux sanctuaires, les arbres spéciaux ou les rochers, mais Ayaka est à un tout autre niveau. Kurama explique. Les maîtres Lei empruntent cette énergie pour lancer des sorts. Il mentionne aussi les bulles de Mitama flottantes autour de l'île. Elles sont inoffensives la plupart du temps, mais si une zone devient perturbée ou stagnante, elles peuvent se transformer en Haramitama, ce qui est une mauvaise nouvelle. Yukito se souvient qu'Aka a mangé un Mitama après l'avoir tué, et demande pourquoi il a fait ça. Kurama explique qu'Aka essayait d'absorber le pouvoir du Mitama, mais ce faisant, il se corrompt lui-même, ce qui est un grand interdit pour un maître Lei. Pendant qu'il parle, ces deux rigolos, Yato et Shitaro, appellent Yukito, disant qu'ils ont quelque chose à lui dire. Pendant ce temps, Jingi arrive pour discuter avec Kurama. Kurama l'interroge sur Aka, et Jingi dit qu'Aka n'a pas l'air très bien après avoir mangé le Mitama. Pourtant, Jingi, toujours aussi inconscient, pense qu'Aka fait ça pour éviter que plus de gens ne meurent. Kurama n'est pas d'accord, disant que, quelle que soit la raison, ce n'est pas la bonne approche. La loi de la nature est que tout le monde meurt un jour, et tout retourne à l'énergie Lei. Kurama décide qu'il doit remettre Jingi sur les rails pour qu'il soit un meilleur maître pour Yukito. Ainsi, Yukito n'aura pas à venir constamment voir Kurama avec des questions sur l'énergie Lei et Aka. Chitaro et Yato emmènent Yukito à leur lieu d'entraînement pour montrer leurs compétences et leurs pouvoirs, espérant l'impressionner et devenir ami. Yukito a toujours voulu être ami avec eux aussi, mais il avait peur de perdre le contrôle de ses pouvoirs et de les blesser accidentellement. Puisque Yukito est le fils du maître de leur maître, les garçons pensent qu'il doit avoir un sérieux potentiel, et ils estiment qu'il serait bon pour lui de s'entraîner aussi sous la direction de leur maître. Dans le jardin d'entraînement, Chitaro et Yato essaient de séduire Yukito en montrant leur pouvoir. Chitaro commence, lançant un sort qui fait pousser un petit arbre du sol. Pour ne pas être en reste, Yato lance son propre sort, et un autre arbre, de taille similaire, apparaît. Les deux têtes brûlées commencent à se disputer pour savoir quel arbre est le plus grand, essayant de se surpasser pour impressionner Yukito. Avant que les choses ne s'échauffent, Yukito intervient pour les calmer. Ils sont toujours convaincus qu'il a un talent caché, alors ils lui demandent de montrer ses pouvoirs aussi. Yukito hésite, mais lance finalement un sort. À la surprise générale, un arbre gigantesque avec des fleurs épanouies commence à pousser de manière incontrôlable. Yukito ne peut pas l'arrêter, ses pouvoirs sont encore trop sauvages.
L'arbre continue de grandir et les garçons paniquent, le suppliant de l'arrêter. Heureusement, Jingi se trouve à proximité. Il intervient et s'associe à Yukito pour lancer un sort qui arrête enfin la croissance de l'arbre. Une fois l'arbre immobilisé, Jingi, comme à son habitude, commence à se vanter de sa génialité puis s'en va. Chitaro et Yato sont époustouflés par le pouvoir de Yukito et le supplient de rester avec eux et de s'entraîner sous la direction de leur maître. Mais comme Jingi l'a aidé, Yukito décide de rester avec Jingi à la place. Yukito s'est acharné à apprendre à utiliser et à contrôler les sorts d'énergie Lei. Il s'améliore, mais il n'est pas encore au top de sa forme. Il lance un sort en disant « Un poisson n'est pas fait pour quitter l'eau, ce qui crée une puissante barrière d'eau. Normalement, on doit d'abord envoyer l'énergie Lei puis la ramener, mais Yukito le fait à l'envers. Et honnêtement, ça va. » Jinji lui dit de lever la barrière d'eau au-dessus de sa tête, puis, comme l'ivrogne insouciant qu'il est, Jinji grimpe sur les bulles de la barrière d'eau dans le cadre de l'entraînement de Yukito. Le but est d'aider Yukito à contrôler l'énergie Lei et à l'empêcher de devenir incontrôlable. Soudain, il y a grondement, comme un tremblement de terre sur l'île d'Ayaka, et Yukito panique, perd sa concentration, et la barrière d'eau s'effondre. Le lendemain, Yukito parle à Mokoto du tremblement de terre, mais Mokoto le balaye, disant qu'Ayaka est une île volcanique, donc les tremblements de terre ne sont pas un gros problème. Yukito pense que Mokoto devrait être plus inquiet, mais Mokoto explique qu'il y a des plans d'urgence pour évacuer si un gros tremblement frappe. Pendant qu'ils discutent, Jingi arrive, mais au lieu d'ajouter quoi que ce soit d'utile, il demande de l'argent à Mokoto, un peu comme un petit frère agaçant qui mendie toujours de l'argent. Yukito n'est pas enchanté, mais Mokoto lui donne l'argent quand même et dit à Jingi de saluer Yanagi-sensei. Jingi prend l'argent sans vergogne, et dit à Yukito qu'ils vont visiter la tombe de son père ce jour-là. Quand ils arrivent à la tombe du père de Yukito, ils trouvent un tas d'esprits Mitama qui traînent. Jingi prend un balai, les chasse et commence à nettoyer la tombe. Ensuite, Jingi, en ivrogne qu'il est, sort de l'alcool. Yukito est confus et demande ce qui se passe, car tout lui semble assez étrange. Puis, deux femmes et un vieil homme chauve arrivent à la tombe pour prier pour être protégés des tremblements de terre. Ils ont apporté des collations et des boissons, mais Jingi, agissant comme un gardien, leur dit qu'ils doivent les lui donner s'ils veulent accéder à la tombe. Ils trouvent chez ça ridicule, mais acceptent quand même. Pendant ce temps, Yukito reste là, ne sachant pas comment réagir ou participer. Le vieil homme chauve dit à Yukito qu'il y a 10 ans, ils ont survécu à une éruption volcanique massive grâce à son père. Yukito demande ce que son père a fait, et le vieil homme réalise que Jingi n'a pas beaucoup parlé de son père à Yukito. Jingi explique qu'il y a 10 ans, un dragon de feu a provoqué l'éruption du volcan. Les tremblements de terre actuels sont dus au fait que le dragon de feu devient plus fort. Yukito demande pourquoi le dragon de feu devient si puissant, et Jingi explique qu'il y a 15 ans, le lac de la 4ème île s'est asséché, et pour une raison quelconque, le rival du dragon de feu, le dragon d'eau, a disparu. Cela a déséquilibré les deux dragons, et le dragon de feu a commencé à grandir de manière incontrôlable, un peu comme les esprits Metama qui deviennent des Hara Metama quand ils perdent l'équilibre. Si rien ne change, le volcan de la 4ème île entrera de nouveau en éruption, et toute l'île d'Ayaka sombrera dans l'océan. C'est exactement ce qui a failli se produire il y a 10 ans. Mais le père de Yukito, Maître Makoto, est intervenu. Il a effectué un rituel d'apaisement du dragon a été restauré. Et a réussi à que la sécurité de toute l'île reposait sur les épaules du père de Yukito. Du dragon Ibara passe, l'air très contrarié. Jingi essaye de lui dire bonjour, mais elle ne dit pas un mot et continue son chemin. Jingi se dirige vers la tombe de sa famille pour lui rendre hommage, car c'est aussi l'anniversaire de la mort de ses parents. Yukito commence à se demander si elle est en colère, parce qu'ils sont là à faire la fête un jour, censé honorer ses parents. Il s'avère qu'Ibara a accidentellement laissé tomber sa clé près du cimetière, et Yukito la trouve. Il se dit qu'il devrait aller sur la première île pour la lui rendre, car elle en aura probablement besoin. Jingi, toujours à l'affût d'une occasion de magouiller, accepte de les accompagner. En chemin, ils tombent comme sur ces deux clowns, Yato et Chitaro. Yukito leur dit « Qu'est-ce que vous faites là, vous deux idiots ?» Et ils répondent qu'ils patrouillent l'île d'Ayaka après le petit tremblement de terre, pour s'assurer que tout va bien. Puis ils demandent à Yukito et Jingi pourquoi ils sont sur la première île, et Yukito répond qu'ils rendent juste un objet trouvé. Les deux têtes brûlées supposent qu'ils l'apportent au poste de police, et proposent aux côtes de les accompagner, mais Yukito les corrige, disant qu'ils le déposent chez Ibara à la sécurité d'Ayaka. Dès qu'ils entendent « sécurité d'Ayaka », ils s'en vont, car leur patron ne s'entend pas vraiment avec ces gars-là. Quand ils arrivent au magasin de la sécurité d'Ayaka, Aka, alias Dinner Goes, est sur le point de partir. Ils lui disent qu'ils sont là pour rendre quelque chose, mais Aka, qui a cette aura de tueur de Metama un peu folle, ne veut rien entendre. Il leur dit de parler à son employé Mikata et les avertit d'être prudents sur le chemin du retour, car les choses pourraient devenir délicates. Ils expliquent à Mikata qu'ils ont trouvé la clé d'Ibara près de la tombe de ses parents, et voulaient s'excuser d'avoir fait la fête un jour si lourd. Yukito, curieux, demande ce qui est arrivé aux parents d'Ibara. Mikata explique. Il y a des années, un Aramitama de feu est devenu si incontrôlable qu'il a brûlé toute une maison. Aka a essayé de sauver tout le monde, mais ça n'a pas marché, et Ibara a perdu ses parents ce jour-là.
Mikata poursuit en disant que la vie des gens et les actions des Mitama sont toutes liées au flux d'énergie Lei. C'est ainsi que fonctionne leur monde, et autant l'accepter avec le sourire. Mais tout le monde ne peut pas le faire, beaucoup de gens ne le peuvent pas, alors ils expriment leur colère en chassant les Aramitama. Mikata dit à Yukito qu'il devrait donner la clé personnellement à Ibara. Il mentionne qu'Ibara est timide mais une bonne enfant dans l'ensemble, puis l'appelle au magasin. Yukito tend la clé à la timide Ibara, et elle le remercie, disant que perdre la clé lui aurait causé beaucoup d'ennuis. Soudain, le magasin commence à trembler, et il suppose que c'est un autre tremblement de terre, mais Jingi dit que c'est en fait un Mitama de feu, avec une énorme énergie. Ibara a l'habitude d'agir impulsivement dès qu'elle entend parler d'un Mitama, alors elle s'élance hors du magasin pour traquer la créature inutile qui a tué ses parents. Les choses s'annoncent mal, alors Jingi dit à Mikata d'appeler Aka, avant que la situation ne dégénère. Aka se dirige vers Sanji pour l'informer qu'un Hara Mitama attaque au milieu du quartier touristique. Même si Aka a réussi à abattre le Mitama en utilisant son pouvoir noir, il explique à Sanji que la première île devient dangereuse et que tout le monde devra évacuer bientôt. Pendant ce temps, Mikata reçoit un appel de Mitama signalant qu'il y a un Hara Mitama dans le quartier D, le quartier touristique. L'Hara Mitama de feu est déjà en train d'incendier une maison, et une petite fille est piégée à l'intérieur. Jinji lance rapidement ses sorts et sauve la fillette terrifiée. Ibara, quant à elle, court toujours vers l'Haru Mitama, alors Jinji dit à Yukito de la poursuivre. Quand Ibara atteint enfin l'Haru Mitama de feu, il est sur le point d'attaquer deux enfants au hasard. Elle intervient et leur dit de déguerpir. L'Haru Mitama de feu tourne alors ses attaques vers Ibara, mais elle continue de lancer des sorts et d'esquiver ses mouvements. Elle devient émotive et refuse de reculer, car elle est déterminée à venger la mort de ses parents. Malheureusement, elle n'est pas assez forte pour affronter le Mitama. Au moment où l'Hara Mitama de feu est sur le point de l'achever avec une attaque de feu massive, Yukito apparaît juste à temps. Il bloque l'attaque de feu avec un sort de barrière d'eau qu'il a appris de Jingi. Yukito, en levant ce bouclier d'eau pour protéger Ibara, lui rappelle totalement comment Aka l'avait soutenu lorsque l'Hara Mitama de feu s'était déchaîné et avait tué ses parents. Pendant que Yukito retient l'attaque de l'Hara Mitama de feu, il demande à Ibara si elle va bien. Mais alors, ces deux clowns, Chitaro et Yato, apparaissent. Honnêtement, ils sont tellement inutiles que c'en est presque drôle. Le Mitama de feu n'abandonne pas, il continue de projeter du feu sur la barrière de Yukito, mais il ne peut pas la briser. Yukito essaie un autre sort, disant quelque chose sur l'eau calme, aidant tout et coulant vers les endroits que les gens évitent. Mais comme il apprend encore, son sort n'est pas assez puissant pour abattre l'Hara Mitama. Le Mitama continue d'augmenter la chaleur et la barrière commence à faiblir. Yukito dit à Ibara et aux deux idiots de s'enfuir, disant qu'il trouvera son propre moyen de s'échapper avant que le Mitama ne l'attrape. Mais Ibara ne l'entend pas de cette oreille. Elle dit que s'il court, le Mitama les poursuivra, et des innocents seront pris dans le chaos. Elle dit « Je m'en occupe », lançant un sort avec une phrase sur la connaissance humaine et les voies célestes, et elle saute par-dessus le bouclier d'eau de Yukito, fonçant droit sur le Mitama de feu avec sa main lumineuse. Mais le Mitama est bien trop fort, et il la repousse comme si elle n'était rien. Ibara est coriace, cependant. Elle dit à Yukito de la soutenir, puis se charge et attaque le Mitama à nouveau. Comme prévu, le Mitama contre son attaque, et Yukito intervient avec un autre sort, disant quelque chose de cryptique sur le poisson et l'eau. Cette fois, une lourde barrière d'eau percute le Mitama de feu, le retenant un instant. Au moment où ces deux idiots inutiles, Chitaro et Yato, commencent à encourager Yukito pour son sort, le Mitama se recharge à nouveau. Les deux losers sont si effrayés qu'ils sont sur le point de se faire dessus, mais Ibara ne recule pas. Elle dit qu'en tant que maître Lei, ils ne sont pas censés fuir le Mitama. Cela semble sortir Yukito de sa torpeur, et il décide de tenir bon lui aussi. Il dit aux deux rigolos de se ressaisir et de lui prêter leur force pour qu'ils puissent affronter l'Hara Mitama de feu ensemble. Étonnamment, ils acceptent, les quatre se lient, se tiennent la main, et commencent à lancer leur sort pour affronter le Mitama. Yato lance les hostilités avec un sort, disant que le plus doux l'emporte sur le plus dur. Ibara ne reste pas en arrière non plus, elle lance son sort, disant « Les imprudents tombent », mais les prudents survivent. Tout leur pouvoir combiné commence à affaiblir le Mitama, mais il essaie de s'échapper. Aucune chance. Ils ne le laisseront pas partir sans s'en occuper. Yukito redouble d'efforts avec un autre sort d'eau, piégeant le Mitama dans une prison aquatique. Puis Ibara intervient avec sa magie de lumière étincelante, achevant le travail et calmant la créature sauvage. Au moment où ils s'apprêtent à célébrer, trois autres Hara Mitama de feu apparaissent de nulle part. Ceux-là sont bien plus coriaces, et maintenant, l'équipe doit filer. Yukito tente de jouer les héros, leur lançant son sort d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Ils essaient de s'enfuir, mais les Mitamas les piègent, coupant leur retraite et les encerclant de flammes. Juste au moment où les choses s'annoncent mal, Aka et Maître Kurama interviennent pour sauver la situation. Aka sort son pistolet spécial et élimine un Mitama, tandis que Kurama utilise son sort pour en calmer un autre. Il s'avère que c'est la première fois qu'Aka et Kurama se croisent depuis des lustres. Aka, fidèle à lui-même, essaie de dévorer le noyau du Mitama qu'il a abattu, mais Kurama l'en empêche en le pacifiant immédiatement. Cela énerve Aka, qui aboie,
sur Kurama de ne pas se mêler de ses affaires, reprochant la mort de leur maître à la faiblesse de tous. Le dernier Mitama, qui est extrêmement puissant, absorbe le pouvoir des Mitama morts et pacifiés pour monter en puissance. Kurama lance un autre sort pour en calmer une partie, tandis qu'Aka tire à tout va pour s'emparer du noyau pour lui-même. Comme toujours, Aka tente de s'emparer du noyau, mais Kurama le bloque avec une lame magique. N'étant pas du genre à reculer, Aka riposte avec sa magie de lumière pour annuler l'effet de la lame. Les choses s'intensifient quand Aka commence à lancer son sort de pouvoir noir, et Kurama le prévient que manger le noyau du Mitama pourrait l'empêcher de redevenir humain. Kurama lance un autre sort, Aka riposte avec le sien, disant que même les tempêtes se calment au matin, c'est la nature, c'est le chaos, alors que les deux commencent à se battre. Soudain, Jingi apparaît, ivre comme d'habitude, perché sur un poteau. Il lance son propre sort, calmant le noyau qui cause tout ce drame entre Aka et Kurama. Puis il leur dit d'arrêter, les avertissant que leurs élèves pourraient se mettre à pleurer s'ils continuent à agir comme des idiots, affirmant avoir sauvé la vie de tout le monde. Les enfants ne l'acceptent pas, le critiquant pour être arrivé en retard comme un chien perdu, juste pour voler la vedette. Après tout cela, Yukito prend un moment pour remercier Ibara, la félicitant d'être restée forte même quand il pensait que tout était perdu. Il dit qu'il est impatient de faire équipe avec elle, à nouveau, et elle partage ses coordonnées avec lui. Ibara essaie aussi de partager ses infos avec Yako et Chitaro, mais à cause de la tension entre leur maître et Aka, ils estiment devoir obtenir la permission d'abord. Après une discussion sérieuse, ils finissent par accepter d'échanger leurs contacts. Dans cet épisode, Mokoto raconte à Yukito ce qui s'est passé il y a 10 ans sur l'île d'Ayaka. Ainsi, un jour, Aka, Kurama et leur chef, Mikoto, rentrent chez eux après avoir géré une affaire de Mitamadera plutôt sauvage. Mais Aka a été pas mal amoché pendant le combat. Mikoto ne pense pas que ce soit grave, alors il dit à Mokoto de préparer à manger et d'aller chercher une trousse de premier secours pour Aka. A l'époque, Jingi et Yukito n'étaient que de petits enfants, donc ils n'étaient pas autorisés à accompagner Mikoto pour s'occuper des Aramitama. Mikoto pense à Aka, et lui dit que ce n'est rien, qu'il a juste besoin de se détendre et de se reposer. Kurama, cependant, commence à critiquer, disant qu'Aka a sous-estimé le miasme d'Ara et s'est jeté trop vite dans la mêlée. Aka s'énerve parce que, selon lui, il ne faisait que couvrir Kurama, qui s'était laissé grand ouvert comme un total débutant. Ils commencent à se chamailler, mais Mokoto arrête ça très vite, disant que ce n'est pas bien de se battre devant le petit Yukito. Il ne veut pas que la tête vide du gamin soit remplie de bêtises violentes. Yukito, étant ignorant, demande si les deux idiots se battent, mais Jingi, le paresseux, balaye ça d'un revers de main, disant qu'ils s'entendent juste bien. Mikoto rit avec eux, et tout le monde passe à autre chose. Plus tard, Kurama se met au travail sur l'entraînement au sort et les rituels. Il commence à parler de la façon dont les êtres et l'herbe ont cessé de se plaindre et se sont à travers le pays. Puis, l'empereur quitta son trône dans les hauts cieux, écarta les nuages et descendit pour régner sur le Japon. Il établit une capitale au milieu du pays et construisit un palais somptueux où il régna paisiblement, béni par les êtres suprêmes de ses ancêtres. Pendant que Kurama s'acharne au travail, Jingi, l'idiot paresseux, apparaît et les félicite pour leur travail acharné. Mais Aka ne l'accepte pas et dit à Jingi d'arrêter de paresser et de rejoindre l'entraînement puisqu'il est aussi un maître laïque. Jingi, étant le clown inutile qu'il est, dit qu'il est une arme secrète et n'a pas besoin de s'entraîner comme un soldat s'engageant pour une mission suicide. Mikoto entend ces bêtises et donne à Jingi un bon coup de pied à la tête pour lui remettre les idées en place. Aka approche maître Mikoto et demande si Kuruma peut prendre en charge le rituel d'apaisement du dragon. Mais Mikoto répond « Non, le gamin n'est pas encore prêt. Calmer un dragon est d'un niveau de difficulté supérieur. » Aka lui rappelle qu'il a dit un jour que Kuruma ferait un excellent prêtre pour le sanctuaire de Kassen un jour. Kuruma, de son côté, ne pense pas être prêt à envisager d'être prêtre, mais Aka est confiant qu'avec son soutien, Kuruma réussirait brillamment en tant que prêtre. Mikoto dit qu'il n'y a pas besoin de précipiter les choses, mais avec les compétences de Kuruma, il pourra gérer les rituels dans quelques années, avec Aka qui le soutient, le paresseux Jingi qui l'accompagne, et Mikoto qui garde un œil sur tout. Le dragon d'eau est déjà parti, et maintenant, le dragon de feu se sent bizarre. Son ami lui manque. Il est sur le point de se transformer en Haramama, ce qui est une mauvaise nouvelle. Le plan est de le calmer en le scellant dans un volcan. Mais ils doivent empêcher le volcan d'exploser jusqu'au retour du dragon d'eau. Même s'ils parviennent à le maîtriser, le pouvoir du dragon de feu va monter en flèche. Aka n'est pas sûr si le supprimer est la bonne décision, mais les maîtres leur disent de prêter une attention particulière à ce qui s'est passé et que cela leur sera utile plus tard. Pendant qu'ils parlent, Mikoto arrive avec de la glace pilée et demande quel parfum tout le monde veut. Bien sûr, le paresseux Jingi est le premier à crier fraise. Mikoto dit « Eh, personne n'a rien avant moi ». Mais Jingi s'en fiche et continue son truc. Quelques jours plus tard, un tremblement de terre commence à secouer les choses. Mikoto dit qu'il doit se rendre sur le continent pour récupérer un outil rituel fait sur mesure pour calmer le dragon de feu. Il dit à ses élèves de tenir le fort pendant son absence. Dès que Mikoto part, les choses commencent à devenir étranges. Le Mitama commence à s'agiter et l'influence de la 4e île commence à se répandre partout. Kurama panique parce que le tremblement de terre semble avoir affaibli le sceau, et si le volcan entre en éruption, il anéantira toutes les îles Ayaka.
Le dragon de feu est devenu assez fort pour assécher le lac et le dragon d'eau qui s'y trouvait, et maintenant qu'ils l'ont gardé piégé dans une barrière, il est sur le point d'exploser. Leur seule option est d'effectuer le rituel eux-mêmes, puisque Mikoto n'est pas là. Aka et Kurama décident de tout donner et d'essayer de réussir. Jingi est toujours un petit enfant effrayé, alors ils lui disent de rester en arrière avec Yukito et Momoko. Aka et Kurama partent là où le dragon de feu mène la danse, et bien sûr, le dragon a déjà l'île sous son contrôle. Aka dit « Si cette puissance de feu devient incontrôlable, nous sommes fichus. » Kurama dit « Nous sommes allés trop loin pour paniquer maintenant. » Alors, il continue, coupant des brins de carex en rituels et prières de dragon. et priant le grand gars Les là-haut, prières ces commencent sorts à créent une affaiblir barrière le qui pouvoir retient la puissance de feu du dragon. Juste au moment où il semble qu'il prenne le dessus, le dragon de feu apparaît en mode bête, crachant du feu partout et ayant l'air terrifiant. La vue de ce dragon massif et flamboyant effraie à mort les 2 maîtres laïcs. Kurama dit « Tant que nous continuons à alimenter la barrière en énergie, il ne peut pas la briser. » Mais le dragon commence à submerger la barrière. Aka est épuisé et tombe à genoux, disant à Kurama de maintenir la barrière et de ne pas s'inquiéter pour lui. Mais Kurama ne peut pas laisser Aka en plan, alors il abandonne la barrière pour aider Aka, et boum, le dragon brise la barrière comme si de rien n'était. Juste au moment où il semble que les garçons sont perdus, Maître Mikoto apparaît. Les éruptions volcaniques sont déjà en cours, alors Mikoto utilise ses sorts pour sceller le dragon de feu, essayant de sauver Ayaka de la destruction totale. Mikoto sait qu'il doit risquer sa vie pour affronter le dragon dans ce qui ressemble à un combat incroyablement serré. Il dit à Kurama de prendre Aka et de partir pendant qu'il s'occupe du dragon. Alors qu'ils courent, ils entendent dans cette éruption massive derrière eux. Quand le matin arrive, l'île semble comme si rien ne s'était passé. Aka et Kurama retournent, mais ils trouvent le corps sans vie. Kurama ne raconte jamais toute l'histoire, La mort mais de Mikoto Mikoto dit qu'elle frappe les a durement entendus se Aka. disputer sur leur avenir Après en tant les que maître funérailles, laïque avant qu'ils ne se séparent. quitte l'île. Des années plus tard, Aka revient avec de nouveaux sorts dangereux, mais les choses entre lui et Kurama sont tendues. Yukito pense que la mort de son père est ce qui a causé la rupture entre eux, même si le père de Yukito était celui qui les avait réunis au départ. Yukito se souvient de Jingi l'aidant pendant l'éruption quand il était enfant, et Momoko lui rappelle que c'était il y a 10 ans. Jingi, qui se fiche complètement de l'histoire, dit à Momoko de laisser tomber et de passer à autre chose. Yukito est assommé, en train de dormir, tandis que Jingi est là à s'enfiler des verres comme un total ivrogne. Pendant qu'il est inconscient, Yukito plonge dans l'un de ses rêves habituels. Mais cette fois, cela fait des lustres qu'il n'a pas fait ce rêve. Il est au milieu d'une rivière, s'enfonçant de plus en plus profondément. Finalement, il arrive à cette partie étrange de la rivière, où quelque chose qui ressemble à un mitama en feu apparaît, et il commence à s'étouffer. Le cauchemar le réveille en sursaut, et il halète comme s'il venait de courir un sprint de 100 mètres. Jingi se précipite, demandant ce qui se passe, et Yukito lui dit que ce n'était qu'un mauvais rêve. Puis le téléphone de Yukito vibre, ses nouveaux amis, Yako et Chitaro, lui envoient des fois des messages. Puis, Jingi, curieux, veut savoir qui lui envoie des messages. Mais Yukito cache rapidement son téléphone avant de le lire. Dommage pour lui, car Jingi regarde déjà par-dessus son épaule comme une girafe. Il s'avère que Yako et Chitaro invitent Yukito au festival de Kassen, au sanctuaire de Kassen. C'est sa première sortie entre amis, alors Jingi lui tend un masque et explique qu'en porter un est une tradition sur l'île pour le festival. Le clou du spectacle ? Le masque appartenait au défunt père de Yukito, Maître Mikoto. Quand Yukito et Jingi arrivent au festival de Kassen, tous deux arborant leur masque, les yeux de Yukito s'illuminent à la vue de la foule. Jingi est juste là. Genre, pourquoi es-tu si excité de voir des gens ? Tu ne vivais pas en ville avant ? Mais Yukito est excité, parce que c'est sa première fois à un festival avec d'autres personnes. Quelques gars commencent à les critiquer, les traitant de négligés pour leur façon de s'habiller, mais Jingi s'en fiche complètement. Il dit « Les vrais hommes n'ont pas besoin de s'habiller chic ». Jingi demande ensuite à Yukito si Mikoto lui a donné de l'argent, suggérant qu'il le dépense que tout et s'amuse bien. Yukito est totalement dégoûté par cela, et riposte, disant qu'il n'a jamais rencontré un maître aussi inutile que Jingi, qui ne fait que profiter de ses élèves et gaspille de l'argent pour des choses stupides. De nulle part, Ibara apparaît, absolument magnifique dans un yukata. Elle interpelle immédiatement Jingi, se demandant pourquoi ce paresseux est même ici. Yukito prend le blâme, disant que c'est lui qui a amené Jingi. Jingi tire Yukito à part et lui dit de complimenter Ibara sur sa beauté dans son yukata, mais Yukito, étant ignorant, dit qu'il ne sait pas comment complimenter une fille. Jingi dit « Allez mec, dis juste quelque chose de gentil ». Finalement, Yukito rassemble assez de courage et dit à Ibara qu'elle est magnifique dans son yukata. Il est temps d'aller au stand du festival et de se régaler de toute la nourriture géniale. Mais Yukito dit « Attendez, nous devons d'abord retrouver ces deux idiots, Chitaro et Yako ». Jingi n'est pas d'accord. Le gars est affamé et prêt à se jeter sur des takoyaki, des yakisoba, du calmar grillé et toutes les autres choses savoureuses. Mais Yukito ne bouge pas. Trouver leurs amis passe avant tout. Pendant ce temps, Chitaro et Yako traînent avec Kurama, le questionnant sur le fait de donner des cadeaux. Yako dit « Je t'ai vu donner 3 amulettes à quelqu'un qui venait d'acheter un Ema », et Chitaro dit «
Mec, si tu continues à donner des choses, nous allons faire faillite. Mais Kurama dit juste je n'y peux rien, mec. Ça rend les gens heureux. Kurama remarque le masque de Yukito et commence à se remémorer son ancien maître. Yukito est curieux et demande pourquoi tout le monde porte des masques. Kurama explique qu'à l'époque, des monstres venaient au festival et les masques aidaient les humains à oublier qui ils étaient afin que tout le monde puisse simplement s'amuser et passer un bon moment ensemble. Kurama dit aux enfants de s'éclater et de profiter du festival, mais demande à Jingi de rester et de l'aider au magasin. Jingi n'est pas d'accord, il dit « Non, je vais avec les enfants. Je ne vais pas rater toute la bonne nourriture et le plaisir. » Kurama riposte, lui rappelant qu'un maître ne devrait pas profiter de ses élèves, alors Jingi est coincé à aider. Alors qu'ils partent, Yako et Shitaro commencent à taquiner Ibara, lui demandant pourquoi elle continuait à fixer leur maître pendant qu'il parlait. Elle dit « Écoutez, votre maître est l'ennemi de mon patron, alors je dois rester vigilante. » Les garçons sont confus, se demandant pourquoi elle est si détendue avec eux si c'est le cas. « Vous êtes faible, alors je ne m'inquiète pas pour vous. » De nulle part, Yukito tombe à genoux, se sentant un peu étourdi. Le groupe panique, mais il les rassure en disant qu'il va bien. Ils décident qu'ils doivent prendre de la nourriture pour faire le plein avant que le vrai plaisir ne commence. Et mon dieu, ils s'éclatent, ils profitent de la vie pendant que Jingi est parti faire une course ennuyeuse. À un moment donné, Jingi les aperçoit en train de s'éclater. Et ça lui fait mal, il est secrètement déçu de rater ça. Mais ensuite, il remarque cet enfant qui avait l'air super déprimé, maintenant avec une ambiance beaucoup plus joyeuse, et ça le touche. Il décide de laisser l'enfant profiter du festival, et retourne à ses occupations. Ibara porte ses sandales Geta, mais maintenant elle a de vilaines ampoules. Yako dit « Allons te chercher des bandages », mais Ibara est trop timide et dit non. Heureusement pour elle, il tombe sur Momoko, qui intervient et l'aide en lui bandant le pied. Pendant ce temps, Sanji est totalement inconscient parce qu'il a un peu trop forcé sur les boissons au festival. Yukito a ce sourire qui est exactement comme celui de son père, Mikoto, et cela donne à tout le monde une sérieuse nostalgie de la façon dont son père souriait et causait toutes sortes de chaos avec son ami, Sanji. Yukito est curieux d'entendre plus d'histoires cool sur son père, alors Mokoto promet qu'elle et Sanji le mettront au courant plus tard. Puis Aka appelle Ibara et lui demande de passer le téléphone à Yukito. Dès que les gars entendent le nom d'Aka, ils paniquent tous, pratiquement prêts à perdre la tête. Yukito décroche le téléphone, sa voix toute tremblante, car Aka est plutôt intimidant. Il s'avère qu'Aka veut juste vérifier si Ibara passe un bon moment au festival, et Yukito dit « Oui, elle s'éclate ». Mais ensuite, de nulle part, les yeux de Yukito deviennent d'un bleu intense et vif, et il commence à sentir qu'il perd le contrôle de ses pouvoirs, tout comme quand il était enfant. Paniqué à l'idée de blesser accidentellement quelqu'un, il s'enfuit pour s'éloigner de la foule. Quand il trouve enfin un endroit calme, ses pouvoirs commencent à devenir incontrôlables. Il essaie de se ressaisir, mais c'est comme si tout échappait à nouveau à son contrôle. Il se souvient de toutes les fois où Jingi l'a aidé à maîtriser ses pouvoirs, alors il décide d'affronter ses peurs de front. Il se lève et commence à chanter ce sort difficile à distinguer, mais profond et mystérieux. Finalement, il parvient à se ressaisir et à maîtriser ses pouvoirs. De nulle part, l'esprit de son défunt père apparaît portant un masque et lui dit qu'il est prêt à affronter la vérité en lui-même, puis disparaît. Yukito a l'impression de l'avoir déjà vu, mais ne peut pas le situer. Sur le chemin du retour vers ses amis, Yukito rencontre Jingi, qui boit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Yukito le remercie pour toute l'aide apportée à la maîtrise de ses pouvoirs, et dit qu'il est enfin capable de passer du temps avec ses amis à nouveau. Mais avant qu'ils ne puissent se détendre, ils entendent des bruits forts, et cela ressemble à quelque chose de grand, peut-être même une éruption qui se produit sur la 4e île. Tout le monde au festival de Kassen commence à paniquer, parce qu'on a l'impression que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Sur la 4e île, il y a ce tremblement de terre massif, avec des étincelles et des fissures de partout. Shitaro et Yako ont tellement peur qu'ils en sont presque à se faire dessus. Le maire Inusanji prend un mégaphone et dit à tout le monde d'arrêter ce qu'ils font, et de faire attention. Il explique que les autorités locales vérifient les zones voisines pour savoir ce qui se passe. Il exhorte tout le monde à rester calme et à se diriger vers le centre de la place. Momoko, qui fait partie de l'équipe de prévention des catastrophes, dit qu'ils vont commencer à renvoyer les gens chez eux afin qu'ils puissent se préparer à évacuer l'île. Le tremblement de terre sur la 4e île est si intense qu'il secoue les choses jusqu'aux 1ère, 2e et 3e îles. Tout le monde est sur les nerfs, y compris les gens de la magie noire du sanctuaire de Kassen, Aka et Kurama Sensei. Au milieu de tout ce chaos, Jingi demande au hasard à Yukito s'il aime ou déteste l'île. C'est un moment étrange pour demander, mais Jingi insiste pour avoir une réponse. Yukito dit qu'il aime l'île parce qu'il a pu se faire des amis et réellement parler aux gens, contrairement à quand il était sur le continent. Jingi rit et dit qu'il aime aussi l'île. Puis, de nulle part, Jingi croise les bras, comme s'il allait lancer un sort, et disparaît. Le lendemain, il y a une annonce de l'école sur la 2e île concernant le tremblement de terre qui a frappé la nuit précédente à 20 h. Les résidents sont invités à se diriger calmement vers le site d'évacuation. Le tremblement de terre fait toujours rage sur la 4e île, et ses effets se font sentir partout. Les yeux de Yukito deviennent soudainement d'un bleu profond, suggérant une sorte de super pouvoir, mais cela le rend étourdi. Momoko arrive juste à temps pour lui donner des affaires, afin qu'il puisse monter sur le bateau Shon pour évacuer. Mais Momoko ne peut pas encore partir car Jingi n'est pas revenu, et Yukito décide de rester aussi, car il s'inquiète pour Jingi.
Momoko demande à Yukito de l'aider avec quelques petites choses pendant qu'ils attendent. Pendant ce temps, le département de prévention des catastrophes d'Ayaka est inondé d'appels de résidents. L'un des membres du personnel dit au maire Inu Sanji qu'ils ont confirmé que la deuxième île est sûre et prête pour l'évacuation. Cette nouvelle apporte un peu de soulagement à Sanji. Yukito vérifie que tout le monde de son groupe est là, et ils sont tous prêts à partir. Momoko lui rappelle de surveiller les personnes âgées pendant qu'elles montent sur le bateau. Le sol recommence à gronder, et les gens paniquent. Mais Momoko les calme, disant que tout va bien se passer. Les choses se passent d'aller plutôt bien avec l'évacuation sur la deuxième île, mais Sanji est très stressé à propos de la première île. L'énergie ardente là-bas a pris le dessus sur l'énergie naturelle de l'île, ce qui pourrait déclencher des attaques des Eramitama. Pendant ce temps, le corps d'Aka commence à changer, et Ibara est clairement inquiète, car elle n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Aka lui dit qu'il va bien, et qu'il a juste besoin de combattre un autre Aramitama. Il dit à Ibara d'aller rencontrer son assistante, Makita, car l'Aramitama pourrait apparaître à tout moment. Mais Ibara, la pauvre fille, dit qu'elle veut rester avec lui. Cela rappelle à Aka quand il voulait rester avec son maître il y a 10 ans. Sachant à quel point cela pourrait devenir dangereux, il insiste pour qu'Ibara parte. De retour au bateau, les gens sont encore en train d'embarquer quand Kurama et ses deux étudiants farfelus apparaissent de nulle part. Momoko est prise au dépourvu, mais Kurama dit qu'ils doivent parler à Yukito. Yukito les accompagne. Et une fois arrivés sur la première île, Kurama leur annonce qu'il a quelque chose de vraiment important à lui révéler concernant son passé. Un silence assez pesant s'installe alors, et Kurama Shitaro commence à et expliquer que Yako 15 ans demandent auparavant, le s'ils dragon d'eau devraient avait disparu de manière peut-être spectaculaire, s'éclipser pour et leur Maître Mikoto accorder un était peu intervenu pour d'intimité. gérer la situation. Mais Kurama Le maître avait dû insiste déconnecter le pour qu'il dragon d'eau reste affaibli de l'énergie de l'île écoute et lui donner une également. nouvelle forme pour l'aider à se rétablir complètement. Il avait temporairement transformé la force vitale massive du dragon d'eau en une forme plus petite, afin qu'il puisse tranquillement retrouver sa pleine puissance et à terme se Kurama comprend reconnecter que à Yukito l'énergie de est, l'île. En fait, le Cette dragon forme d'eau plus petite, sous forme humaine. eh Il bien, demande à Yukito il s'il peut s'avère confirmer cela. que c'est Et Yukito ne le contredit pas du tout. lui-même. Kurama confirme sa théorie et réalise que le maître a retiré le dragon d'eau de l'énergie de l'île et l'a élevé comme son propre fils, Yukito. Pour éveiller pleinement sa véritable forme et son objectif de restaurer l'équilibre sur l'île, Yukito aura besoin de longues années d'entraînement et d'apprentissage de rituels complexes. Kurama lui dit de prendre son temps, d'y aller doucement mais sûrement, puis Kurama décide de se rendre sur la 4e île pour faire ce que son maître avait fait avant lui. Ses élèves veulent l'accompagner, mais il leur assure que Jingi, le gars décontracté, veillera sur eux. Sur ce, Kurama sort son éventail magique, le brandit avec élégance et s'envole au loin dans le ciel. Les deux têtes brûlées suggèrent de retourner auprès de Makoto pour qu'il puisse reprendre le bateau et quitter l'île. Mais Yukito n'est pas du tout d'accord. Il n'est pas question pour lui de fuir ses peurs. Il a déjà eu des démêlés avec l'Arumetama et d'autres choses étranges, mais l'île lui semble désormais être un véritable foyer. Même si Yukito est encore en Yako train commence de à se réfléchir à ce que découvrir Komura après a tout dit ce que sur le fait Kurama de a dit, suivre les traces de son il maître sait pour que protéger l'île. s'enfuir, En gros, alors que il est l'île prêt a à le se plus sacrifier. besoin de lui, Exactement comme le n'est grand maître Mikoto l'a fait absolument autrefois. pas la bonne solution. Yukito n'est pas du tout d'accord avec cette idée, convaincu qu'il doit y avoir une autre manière d'arrêter Komura. Mais les deux perdants, Chatsuo et Yako, sont là, genre, non, il n'y a rien que nous puissions faire, alors autant s'en aller. De nulle Elle part, plaisante même en disant qu'elle Ibara compte pour deux personnes, apparaît parce qu'elle et est dit bien plus qu'elle forte est qu'eux, prête et qu'elle est une à maîtresse rester laïque. avec Ils finiront Yukito par accepter de faire puisque équipe la en tant qu'amis majorité et l'emporte. d'élaborer un plan ensemble. Après tout, Pendant ce temps, Kurama est téléporté sur la 4e île et commence à lancer quelques sorts. il explique comment, après de nombreuses discussions et délibérations, les êtres suprêmes ont finalement décidé que l'empereur devrait créer et régner sur Les une terre êtres de suprêmes paix et ont de ordonné sérénité. à tout le monde de Et l'empereur a s'aligner. répondu, Et ceux qui ne bien l'ont pas sûr, fait, je ont suis été tout à fait expulsés partant sans pour ménagement. cela. Même les rochers, les arbres et l'herbe sont restés silencieux. Juste au moment où le dragon est sur le point de les rôtir avec son souffle de feu, Yukito et son équipe arrivent en renfort. Yukito lève une barrière d'eau pour bloquer Dans la les première flammes scène de cet déchaînées. épisode, nous faisons un retour en Kurama arrière leur crie à de l'époque partir où Yukito et immédiatement, Jingi n'étaient mais que ils des enfants refusent et leur maître était encore en vie. catégoriquement. Un Ils matin, sont là alors pour qu'ils aider à s'amusaient, vaincre les le pouvoirs dragon de aquatiques de feu. Yukito se sont soudainement manifestés et Jingi a été complètement trempé. Jingi était confus par ce qui se passait, alors maître Mikoto est intervenu et a expliqué que Yukito était spécial et possédait des capacités aquatiques sérieusement puissantes, mais Mikoto pensait aussi que Yukito et Jingi formaient un bon duo puisque Jingi avait sa propre énergie aquatique très puissante, puis Mikoto a confié un secret à Jingi et lui a dit de le garder pour lui, même Daka et Kurama. Avance rapide, et Kurama essaie de raisonner les enfants, leur disant d'arrêter de s'amuser et de rester en dehors du combat avec le dragon de feu. Mais Yukito n'est pas d'accord avec cette idée, pensant qu'il serait bien pire de s'enfuir alors que l'école Yanagi a le plus besoin d'eux. Aka, en dur à cuire, estime qu'il est de toute façon trop tard pour renvoyer les enfants.
Puisqu'ils sont là, autant qu'ils aident, et si les choses deviennent trop folles, ils pourront toujours battre en retraite. Aka dit aux enfants de les soutenir et de surveiller la situation pendant qu'ils affrontent le dragon de feu. Kurama n'est pas enchanté par ce plan, mais ce n'est pas le moment de faire l'idiot, alors il avertit les enfants de ne pas trop se surmener. Aka et Kurama s'envolent pour affronter le dragon, tandis qu'Ibara dirige les enfants et dit à Yukito d'utiliser son pouvoir de barrière d'eau pour aider à contenir le dragon. Aka fait le premier mouvement, attaquant le dragon de feu avec ses pouvoirs obscurs. Il s'envole et commence à lancer des sorts. Kurama le soutient avec ses propres sorts, expliquant comment l'informe peut se glisser dans les fissures. Yukito intervient également, utilisant ses pouvoirs aquatiques pour envoyer une vague s'écraser sur le dragon ardent. Ne voulant pas être laissé pour compte, Ibara lance son sort, les voies célestes pour tendre un arc, Eika attaque avec sa main noire, tandis qu'Ibara frappe le dragon de l'autre côté avec son pouvoir d'étincelle de foudre. Le dragon devient fou, projetant une vague massive de feu sur eux. Kurama intervient avec son éventail magique pour empêcher les flammes d'atteindre Aka. Mais Aka, étant le gars têtu qu'il est, ne veut absolument pas de l'aide de Kurama. Kurama ignore cela, sachant que ce n'est pas le moment de se disputer au milieu d'un combat acharné. Alors que la bataille fait rage, Yukito commence à se demander s'il ne serait pas en fait la réincarnation du dragon d'eau. L'histoire reprend, nous ramenant dans le passé. La véritable identité de Yukito, c'est un secret bien gardé. Seuls Jingi et le maître sont au courant. Aka et Kurama, ils n'en ont aucune idée. Jingi est totalement ravi de ce secret, c'est comme son bien le plus précieux, et il adore en parler quand les plus grands ne sont pas là. Le petit Jingi a un jour demandé au maître s'il reverrait Yukito avant l'apparition du dragon d'eau, mais le maître lui a répondu que non. Yukito serait probablement tranquille quand il aurait l'âge d'Aka et Kurama. Pour conserver sa forme humaine, même s'il retrouve ses pouvoirs, tout dépend de Yukito. Mais, a ajouté le maître, y parvenir nécessiterait un sort incroyablement complexe. Après la mort de Makoto, le major Inusanji a fait savoir à Momoko que c'était le dernier souhait de Makoto que Yukito reste dans un orphelinat jusqu'à ses 15 ans. Maman n'était pas d'accord pour envoyer un enfant qui venait de perdre son père dans un orphelinat, mais Jingi a pensé que le maître devait avoir une bonne raison, alors il a pensé qu'il devrait bien s'y tenir. Jingi savait aussi que Yukito avait été envoyé sur le continent à cause de ses vibrations de dragon d'eau, mais il n'était pas sûr de la tournure que prendraient les choses si le pauvre enfant grandissait là-bas. Maintenant que le maître était parti, qui allait lancer le sort pour transformer Yukito en dragon d'eau? Quelqu'un devait prendre les choses en main, et ce quelqu'un, c'était Jingi. Alors il s'est plongé tête la première dans les livres de sorts du maître, mais n'a trouvé que des bribes de notes éparses. Heureusement, en tant qu'élève de l'école Yanagi, Jingi a réussi à déchiffrer le code et à comprendre de quel type de sort il s'agissait. Avance rapide, et le combat avec le dragon de feu s'intensifie littéralement. Les choses sont devenues si folles qu'Aka a dû sortir son pistolet spécial et tirer sur le dragon. Maintenant que Yukito est au courant de ses pouvoirs, il est prêt à se déchaîner. Kurama n'est pas non plus sur le point de reculer, alors il lance un autre sort. Il s'avère que c'était l'un des sorts de Maître Mikoto, alors Aka est là, genre qu'est-ce qui va se passer? Le sort est censé sceller le dragon de feu dans le sol, mais non, le dragon le traverse de part en part. Le sort est un échec, alors Aka essaie à nouveau, disant que la victoire vient de la fierté, et la fierté vient de la méchanceté. Après cela, Aka se transforme en une sorte de demi-humain, avec des cornes, mais même sous sa nouvelle forme, il ne peut pas vaincre le dragon. Le combat semble bien trop important pour que les enfants puissent le gérer, alors Kurama pense qu'il devra peut-être utiliser sa magie pour les sortir de là avant que tout ne tourne mal. Mais les enfants, ils ne sont pas du tout sur le point de s'enfuir. Yukito se sent complètement inutile, se demandant pourquoi il est si impuissant, alors que tout le monde ne cesse de vanter ses prétendus pouvoirs. Puis, de nulle part, Jingiya, le gars ivre qui ne semble jamais se soucier de rien, apparaît sur les lieux, et nous sommes un peu ramenés dans le temps. Jingi avait lu cette histoire incroyable d'un ermite qui avait sacrifié sa vie pour rétablir l'équilibre sur l'île d'Ayaka lorsqu'un dragon de feu était devenu fou parce que le dragon d'eau avait perdu sa puissance. Avance rapide, le même chaos se reproduit, et maintenant Maître Mikoto doit intervenir et faire ce que l'ermite a fait, se sacrifier et donner sa propre touche au sort légendaire. Mikoto a élevé un dragon d'eau comme son propre enfant et lui a rendu sa force. Jingi n'était pas sûr que la version du sort de son maître suffirait, mais bon, c'était tout ce qu'il avait, alors il devait lui faire confiance. Le problème, c'est que quelqu'un devait encore lancer le sort, puisque Mikoto était parti. Si personne ne le faisait, l'île deviendrait un enfer invivable, exactement comme avant. Et devinez quoi? Ce quelqu'un devait être Jingi. Heureusement, Jingi n'avait pas grand-chose qui le retenait. Pas de famille, juste quelques vagues connaissances. Donner sa vie pour la paix de l'île n'était pas vraiment son truc, mais il sentait qu'il devait quelque chose à l'endroit qui l'avait élevé. Alors, il a fait un pacte avec lui-même. Il vivrait sa vie selon ses propres termes, s'amuserait et partirait sans aucun regret. C'est pourquoi il a commencé à faire la fête à outrance et à boire, comme s'il n'y avait pas de lendemain. 10 ans plus tard, Jinki se présente pour récupérer Yukito le jour de sa remise de diplôme. Il avait imaginé que Yukito grandirait pour devenir tout maussade et sombre, mais après avoir passé du temps avec lui, il réalisa que le gamin était en fait plutôt authentique. Le sourire de Yukito touche à Jingi en plein cœur, ça lui fit penser « Oui, je pourrais mourir pour ce gamin ». Jingi avait vécu comme il l'avait voulu, alors il n'avait pas peur des regrets. Mais quand le moment est enfin venu, il a été secoué de voir à quel point il ne voulait pas mourir. Pourtant, il aimait tellement Yukito et l'île d'Ayaka qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Jingi demande alors à Yukito s'il veut retrouver tous ses pouvoirs aquatiques.
Il promet qu'il peut y arriver puisqu'il a compris le sort. Yukito, qui ne pense qu'à protéger l'île d'Ayaka, dit à Jingi de foncer s'il a vraiment la capacité de le faire. Alors Jingi puise dans une quantité massive d'énergie Lei et la décompose pour Yukito. Pour restaurer le dragon d'eau, un grand maître Lei doit agir comme un pont, connectant l'âme du dragon à l'énergie Lei. Jingi dit à Yukito de sauter dans l'énergie Lei qui tourbillonne autour d'eux, mais Yukito dit « Attends, qu'est-ce qui se passe après ça ?» Jingi reste honnête et dit que, tout comme l'ermite, il va se sacrifier pour que Yukito puisse retrouver ses pouvoirs aquatiques. Sans laisser beaucoup de choix à Yukito, Jingi le tire dans la piscine d'énergie Lei. Les pouvoirs de Yukito sont restaurés et boum, il se transforme en un véritable dragon d'eau. C'est donc un affrontement entre le dragon d'eau et le dragon de feu. Yukito, transformé en dragon d'eau, se déchaîne, lançant toute une escouade de dragons d'eau sur le dragon de feu flamboyant. Le dragon de feu riposte, essayant de se débarrasser des effets de l'eau avec une fureur déchaînée. Le dragon d'eau de Yukito s'enroule autour du dragon de feu, mais le dragon de feu continue d'esquiver et de se tortiller pour se libérer. Pendant ce temps, les deux idiots, Shataro et Yako, perdent la tête, choqués que Yukito soit assez fort pour contrôler le dragon d'eau. Le combat est intense, le dragon d'eau martèle, mais le dragon de feu parvient toujours à cracher quelques flammes. C'est un affrontement total, et Chitaro crie comme un maniaque, encourageant Yukito avec toute son énergie. Mais Ibara panique, inquiète de ce qui arrivera si Yukito perd. Les dragons continuent de s'entrechoquer, mais Kurumi pense qu'il s'agit moins de destruction que d'une tentative de trouver un équilibre à travers tout ce chaos. Aucun être humain ordinaire ne pourrait gérer un tel désordre. Le combat s'éternise. Et maintenant, Aka et la bande sont sur les nerfs. Incertain si Yukito survivra, ou même s'il retrouvera sa forme humaine. Kurama pense qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que regarder et espérer le meilleur. Après un échange brutal et acharné, le dragon de feu finit par se calmer, sa rage est neutralisée et la paix est enfin restaurée. Le dragon de feu maîtrisé, Yukito se dirige vers Jingi, qui est étendu sur le sol comme une bûche inanimée. Yukito dit à l'idiot ivre de se lever avant qu'il n'attrape froid. Mais il est trop tard. Jingi est déjà mort. Yukito continue de lui parler, espérant qu'il se réveillera, mais Jingi a donné sa vie pour lancer le sort qui a restauré le pouvoir de Yukito. La nouvelle se répand sur la première île que le dragon de feu a été maîtrisé, et tout le monde fait la fête comme si c'était la fin de la Troisième Guerre mondiale. Mais la mort de Jingi frappe durement Yukito, Aka, Ibara, Kurama et son équipe d'élèves bûcherons. Ibara et son patron, Aka, rentrent entre chez eux, l'air totalement anéanti par la perte de Jingi, le bouc émissaire de tout cela. Mitaka remarque qu'Aka est abattu pour la première fois de sa vie et demande à Ibara ce qui se passe. Ibara dit qu'elle expliquera tout une fois qu'ils seront à l'intérieur. Yukito se sent plutôt abattu après avoir perdu quelqu'un qu'il considère maintenant comme un frère. Kurama décide de suivre le gamin chez lui, inquiet de son état mental. Quand ils arrivent à la maison, Momoko, qui s'inquiétait pour Yukito et Jingi, pousse enfin un soupir de soulagement. Elle imagine que Yukito serait heureux après avoir calmé le dragon de feu, mais au lieu de cela, il a l'air super déprimé, ce qui la rend curieuse. Elle demande des nouvelles de Jingi, et c'est là qu'elle reçoit la mauvaise nouvelle. C'est comme si tout s'écroulait pour la famille, et les gens commencent à venir rendre hommage à Jingi, non pas comme un perdant, mais comme un véritable héros. Même le gars qui vendait de l'alcool à Jingi mentionne comment Jingi lui a fait un gâteau pour régler ses dettes. Il s'avère que le gars n'avait aucune idée que Jingi se préparait à sa propre mort. Ibara, Chitaro et Yako se réunissent pour partager des souvenirs de Jingi, mais honnêtement, ils ne peuvent pas en trouver un seul bon. Jingi était un peu un désastre de son vivant, sans espoir et accro à l'alcool. Pourtant, ils ne le détestent pas pour ça. Pendant qu'ils pleurent sa mort, ils ne peuvent s'empêcher de se demander comment Yukito, le frère le plus proche de Jingi, tient le coup. Le maire Inu-Sanji passe chez Jingi et voit que le pauvre homme avait même nettoyé sa chambre avant de mourir. Sanji commence à réfléchir à la vie de Jingi. Jingi n'a jamais vraiment pensé à la façon dont ses actions affectaient les autres, et maintenant Sanji est coincé, à gérer tout ce qu'il a laissé derrière lui. Jinji a toujours été un enfant têtu et a donné du fil à retordre à Sanji, son tuteur, mais sa mort est quelque chose que Sanji n'a jamais voulu affronter. Pendant ce temps, Aka a du mal à croire que Yukito est réellement le dragon d'eau, il se demande où le gamin a bien pu apprendre ses sorts. C'est alors que Kurama sort le livre de leur maître et explique à Aka qu'il l'a trouvé dans la chambre de Jingi. Le livre contient des sorts utilisés par le précédent maître laïque, écrit par maître Makoto, probablement pour une utilisation future. Kurama sait qu'il n'y a aucun moyen que Jingi ait maîtrisé ses sorts facilement, compte tenu de son niveau de compétence. Le gars a dû travailler d'arrache-pied pendant très longtemps, allant même jusqu'à sacrifier sa vie pour tout accomplir, juste pour sauver l'île du dragon de feu et de l'air du miasme. Aka devient ému et traite Jingi d'idiot pour avoir gardé tout cela secret. Mais Kurama pense que Jingi l'a fait parce qu'il savait que s'ils avaient découvert le sort, ils auraient essayé de se sacrifier à sa place. Pour maintenir l'équilibre de l'île et ramener la paix, Kurama a dû se sacrifier pour lancer un sort et restaurer le dragon de feu. Aka n'était pas du tout d'accord avec ça. Il avait l'impression que Kurama ne se souciait pas de qui devait mourir tant que la paix était rétablie. Furieux, Aka a attrapé Kurama par le col et a commencé à lui crier dessus comme un chien enragé. Kurama a repoussé la main d'Aka et a rétorqué sèchement, disant qu'Aka ne le connaissait pas du tout. Kurama a crié qu'il avait tout risqué en essayant de calmer le dragon de feu, mais qu'il avait échoué. En tant qu'héritier du sanctuaire Kazen et meilleur élève de Yanagi, il se sentait comme un échec total.
Puis il a frappé Aka sur la tête pour le faire revenir à la raison, l'accusant d'utiliser la magie noire. Aka a riposté, disant que Kurama ne le comprenait pas non plus. Il a admis qu'il était prêt à tout faire, vendre ses compétences, gagner du pouvoir juste pour vaincre le dragon de feu et sauver l'île. Mais il a aussi échoué. Tous deux se sentaient vraiment comme des perdants, et tout a dégénéré en une bagarre à coups qu'aux 2 points. Avant que les choses ne deviennent trop folles, Ibara et les élèves de Kurama Pendant ce temps, sont intervenus était cloîtré dans sa et les chambre, ont empêchés toujours de anéantis par la mort de transformer Jingi. en un Momoko est venu le affrontement réconforter, digne de la mais Yukito ne pouvait s'empêcher de se blâmer. WWE. Il pensait que s'il avait été plus fort, Jingi n'aurait pas eu à mourir ou à lancer le sort qui lui a coûté la vie. Momoko a essayé de le convaincre de sortir au moins voir le corps de Jingi avant les funérailles. Finalement, Yukito est allé dans la chambre de Sanji, où Sanji veillait après que tout le monde soit parti. Sanji a remercié Yukito d'avoir calmé le dragon et sauvé l'île, mais Yukito a dit que ce n'était pas lui, c'était Jingi, qui avait lancé le sort qui a restauré l'eau du dragon au prix de sa propre vie. Yukito a expliqué que ce n'était pas la première fois qu'une chose pareille se produisait. 10 ans auparavant, Maître Makoto s'était sacrifié pour la même raison. Sanji a suggéré à Yukito de passer un peu de temps avec le corps de Jingi. Yukito l'a fait, mais cela n'a fait que le rendre plus en colère. Il pensait que c'était égoïste de la part de Jingi de donner sa vie comme ça. De nulle part, Yukito s'est retrouvé dans un étrange royaume, rempli d'une intense énergie lei. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais ensuite il a vu Jingi piégé dans la partie peu profonde de l'énergie, appelant à l'aide. Yukito, ne sachant pas quoi faire, est revenu à la réalité. Il a raconté à Sanji et Momoko ce qu'il avait vu, et a dit qu'il y avait peut-être encore un moyen de ramener Jingi. Il les a exhortés à rassembler Kurama et les autres pour trouver une solution. Yukito se met à courir comme s'il était poursuivi par un chien enragé. Il passe en trombe devant le magasin d'Aka, à la place de Kurama. Aka se demande où Yukito se précipite si tard dans la nuit, mais plaisante en disant qu'il pourrait avoir besoin de Google pour le savoir. Alors que Yukito continue de courir, des étincelles, de l'eau et des métamines offensifs commencent à apparaître à chaque pas qu'il fait. L'eau s'accumule et Yukito doit utiliser ses pouvoirs pour sauter par-dessus. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est de retour au milieu d'une gigantesque rivière d'énergie lait. À un certain moment, il se transforme en dragon d'eau, et quand il reprend sa forme normale, la rivière d'énergie lait a encore grossi. Yukito commence à errer dans la rivière, l'air perdu et désorienté. Il aperçoit des Mitama flottant dans l'énergie et se demande si c'est là que toute vie se rassemble ou si l'énergie lait elle-même est la chaîne qui connecte absolument tout. Yukito sait qu'il doit retrouver Jingi dans l'énergie lei et le ramener, même si cela signifie le traîner par la peau du cou. Il nage plus profondément dans l'énergie lei, se dirigeant vers sa partie la plus dense. Soudain, il aperçoit un noyau central, mais il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Confus, il entend une voix grave et rauque surgir de nulle part. Quand il se retourne, il est choqué de voir son défunt père, Makoto, portant un masque et parlant par énigme. Il ne faut pas longtemps à Yukito pour deviner qui se cache derrière le masque. Makoto explique que la forme humaine de Yukito est le reflet de sa propre image de soi. Et tout cela n'aurait pas été possible si Yukito avait grandi sur l'île d'Ayaka avec lui. Yukito demande à son père ce qu'il fait là, dans ce fleuve d'énergie lei. Makoto lui explique qu'il a contenu le dragon de feu jusqu'à l'éveil du dragon d'eau en Yukito. Maintenant que tes pouvoirs se sont révélés, tu es devenu bien plus important que moi. Il a reconnu qu'il y avait un risque que tu sois consumé par l'influence du dragon de feu si tu avais grandi près de lui. Il a donc veillé à ce que tu sois élevé comme un humain ordinaire, loin de l'île. Cette distance a affaibli ton lien avec le dragon de feu et t'a permis de devenir quelqu'un capable de comprendre et de te connecter aux gens de l'île. Makoto lui dit que si les choses avaient été différentes, ils auraient pu rester ensemble, mais c'était la seule façon de le protéger. Makoto te demande alors pourquoi tu es dans l'énergie lei. Yukito explique qu'il cherche Jingi et demande si son père l'a vu. Makoto sait où se trouve Jingi et mentionne qu'il s'accroche à un repère laissé là, mais il te prévient que Jingi pourrait avoir été emporté par cette énergie lei massive. Yukito panique alors et supplie son père de l'emmener auprès de Jingi. Makoto accepte d'aider, à contre-cœur. Cependant, l'énergie lei commence à les repousser, rendant la progression de Yukito plus difficile. Makoto lui dit de rester calme et de garder son sang-froid, sinon il risque d'être séparé de lui. Yukito comprend qu'il ne peut pas forcer le passage, car les Mitama de l'énergie lei pourraient donc se transformer en Aramitama s'il le faisait. Alors Yukito utilise un sort que Jingi lui a enseigné, et Makoto est fier de voir cela, sachant que Yukito a appris quelque chose de si précieux. Reprenant son calme, Yukito poursuit son voyage avec son père, bien déterminé à retrouver Jingi dans les profondeurs de l'énergie lei. Alors que l'histoire démarre, l'île se met à trembler de façon incontrôlable. Même si le dragon de feu a été apaisé, Yako sent que la terre lui appartient désormais. Surgit de nulle part, un Aramitama, mais les gars sont prêts à en découdre pour l'empêcher de s'en prendre à leur maître, qui est occupé à faire des rituels et à chanter des sorts liés à Yukito. Juste au moment où il s'apprête à attaquer l'Aramitama, un coup de feu retentit, c'est Monsieur Aka. Aka là-bas, avec son pistolet imprégné de magie, et l'Aramitama s'effondre comme une allumette consumée. Ibura demande où est Yukito, et Shitaro répond qu'il est allé dans le lait pour sauver Jingi, qui est piégé dans l'énergie du lait. Mais Aka ne pense pas que Yukito puisse revenir de toute cette intense énergie lei. Yukito sait que c'est de la folie de plonger dans l'énergie lei, mais il y saute quand même. Quel imprudent!
D'autres Haramitama apparaissent, et Kurama pense que son rituel les attire depuis l'énergie Lei. Aka déclare que si c'est le cas, il ne laissera aucun d'entre eux interférer avec le rituel de Kurama. Yukito et Makoto atteignent enfin Jingi, qui pleure comme un enfant en appelant à l'aide car il est emporté par l'énergie Lei. Yukito l'attrape et le réprimande pour être mort et avoir laissé tout le monde en deuil. Il trouve égoïste de mourir sans penser à la peine que cela causera à son peuple. Jingi dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de se sacrifier pour les siens, mais Makoto le gifle et lui dit qu'il y avait d'autres façons de gérer ça au lieu de jeter sa vie. Makoto explique qu'il avait laissé un sort pour les urgences et avait même dit à Sanji d'amener Yukito sur l'île à ses 15 bancs. Si le dragon d'eau en Yukito ne s'éveillait pas à temps, il devait se préparer à brûler l'île plutôt que de laisser quiconque se sacrifier. Jinji rétorque qu'il est facile pour un grand ermite de dire ça, mais les gens ordinaires ont leur propre lutte et émotion. La conversation s'éternise, alors Jingi va droit au but et demande à Yukito comment il compte le ramener à la vie, puisque c'est pour ça qu'il a sauté dans l'énergie Lei au départ. Yukito n'est pas sûr que ce soit même possible de ramener quelqu'un d'entre les morts, mais Makoto est confiant que cela peut être réalisé. Yukito se retrouve pris dans l'énergie Lei et ne sait plus comment retourner sur l'île. Heureusement, Major connaît toujours le chemin car Yukito a brisé son seau en entrant dans l'énergie Lei, mais Major dit qu'il faudra 40 à 50 ans pour en sortir. Cela énerve Jingi car il est impatient de revenir, alors il dit à Makoto d'arrêter ses discours d'ermite. Yukito aperçoit une lumière brillante au loin et suggère de la suivre. Makoto, heureux d'avoir eu cette conversation avec ses garçons après si longtemps, leur donne sa bénédiction et leur dit de retourner sur Terre. Pendant ce temps, Kurama continue de travailler sur ses rituels pour ramener Jingi et Yukito. Soudain, il sent que les garçons se dirigent vers la surface, alors il appelle Aka à intervenir et à utiliser sa magie noire pour les en sortir. Aka doit plonger sa main imprégnée de magie noire dans l'énergie Lei pour les en extraire. Le processus est incroyablement difficile, car il demande une tonne de puissance et d'effort. Ibara, Yako et Chitaro commencent à prier pour que Yukito revienne sain et sauf. Aka commence lentement à tirer Yukito hors de l'énergie Lei, mais le dragon de feu apparaît pour le bloquer. Il ne veut pas que le dragon d'eau s'en aille. Yukito, en tant que dragon d'eau, promet au dragon de feu qu'il reviendra. Alors il les laisse partir. Yukito s'en sort vivant, et le corps sans vie de Jingi, qui gisait chez lui comme un morceau de bois mort, reprend soudainement vie.